48 FM. 48 FM. 48 FM Amande. C'est sur le 94.1. Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service. J'appuie sur envoi. Voilà. Pour s'arrêter déjeuner, nous avons le choix entre une auberge, un restaurant 3 étoiles et un relais gastronomique. C'est pas la peine que je fasse des sandwichs. Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS. 48 FM vous fait vivre les 4e assises nationales de la médiation numérique en direct de l'espace événement Georges Frêche. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 3e émission en direct de l'espace événement, émission de midi et demi à 1h30 sur le thème de la prairie des innovations, qui est un espace ouvert pour permettre à tous de découvrir les dernières innovations et comprendre les enjeux du numérique. Autour de cette table, nous avons justement des exposantes de la prairie avec Natacha Morsa de Coding and Bricks. Bonjour. Également Jérôme Lamache du réseau Normandie Web TV, qui est également l'organisateur de l'édition dernière, de l'édition 2015. Bonjour. Bonjour à tous et très heureux d'être parmi vous pour cette nouvelle édition. Et Adeline Vitrolles, chargée de mission auprès de la Maison de l'Emploi et de la Cohésion Sociale de la Lozère. Adeline, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et je crois que Jérôme, c'est plutôt de la web radio, mais il pourra nous en parler tout à l'heure. On est transmédia, donc aucun souci, ça marche. Adeline. Guillaume qui est là également. Salut Guillaume. Oui, bonjour Ludovic. Et Corentin à la technique. Peut-être une première question pour Adeline, Guillaume. Oui, alors Adeline, tu nous l'expliquais un petit peu hier. On a un programme qui concerne mercredi et jeudi essentiellement dédié à des professionnels qui sont venus de la France entière, du monde entier, ici à Mende pour échanger sur ce thème de la médiation numérique. Pourquoi avoir imaginé pour vendredi quelque chose d'ouvert beaucoup plus largement au grand public ? Alors en effet, l'idée c'est que la médiation numérique, ça parle pas à tout le monde et voilà, c'est pas forcément évident de savoir de quoi on parle. Donc l'idée c'était de proposer à tous les Lozériens et les Lozériennes de venir vivre ces expériences de médiation numérique, de voir un petit peu tous les champs que ça recouvre et puis ce dont on parle. Donc c'était l'idée de cette journée ouverte à tous. Donc il y aura aussi des professionnels évidemment sur cette journée-là qui présenteront des projets, qui animeront des ateliers. Et c'était aussi pour pouvoir faire un peu décloisonner le réseau des acteurs de la médiation numérique et puis les citoyens et les usagers des services que ces professionnels proposent. Donc voilà, de faire une journée en commun et de vivre ensemble la médiation numérique, d'expérimenter, de toucher un petit peu et de découvrir en fait tous les projets, une partie des projets qui sont proposés par les acteurs de la médiation numérique. Il y aura des groupes scolaires aussi qui sont prévus. On aura aussi des scolaires sur l'ensemble de la journée qui participeront à des ateliers et une conférence qui leur est dédiée l'après-midi autour des nouveaux métiers du numérique et des compétences 3.0 du coup pour ces futurs professionnels de demain. Et on en parlera dans quelques instants avec Vincent Gattin. Je lui laisse ma place tout de suite. Qui nous a rejoint. Voilà. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est de 9h à 17h au rez-de-chaussée de l'espace événement Georges Frêche. Voilà, il faut pas hésiter à venir c'est ici. Ouvert, voilà, c'est gratuit. Voilà. Vous pouvez passer et voilà. Découvrir un atelier. C'est ouvert aussi du temps de midi, si on veut passer par là. Il y aura la ministre qui sera là. Oui, ça sera ouvert, en tout cas pour le rez-de-chaussée. Voilà, vous pouvez passer. Voilà. Bon, très bien. Merci Adeline pour ce petit focus. Sinon, tout se passe bien ? Tout se passe bien pour l'instant. Bon, voilà, donc avec les différents parcours qui ont été présentés par Ludovic dans les infos locales tout au long de ces dernières semaines, qui se déroulent en ce moment avec différents thèmes qui sont abordés, médiation numérique et entreprise, médiation numérique et services, et territoire, enfin voilà, plein de choses qui se disent. Voilà, donc il y aura la restitution aussi demain, dont on pourra. D'ailleurs, demain matin de 9h à 10h, il y aura la restitution des travaux de ces 2 journées entre professionnels, mais du coup elle est également ouverte au grand public, donc si vous voulez venir écouter en tout cas ce dont on a parlé pendant ces 2 jours, vous êtes les bienvenus aussi sur cette restitution à 9h. Merci beaucoup Adeline, on te laisse à tes tâches d'organisatrice en chef. Merci beaucoup. Merci.
Alors, on attaque justement un petit peu plus maintenant le descriptif de cette prairie des innovations avec nos deux invités exposants de cette prairie. Qu'est-ce que vous allez, qui êtes-vous déjà et qu'est-ce que vous allez présenter? Alors, on va peut-être commencer avec. Hier, j'ai pas été galant du tout dans mes dans mes lancements, donc on va commencer avec Coding and Bricks. D'accord. Donc, voilà, Natacha. Voilà, Natacha Morsa. Donc j'ai créé Coding and Bricks. Au départ, c'était des ateliers pour les enfants. En fait, mon point de départ, c'était finalement on a de plus en plus d'outils numériques, donc les tablettes, les ordinateurs. Et déjà en tant que maman, ce qui m'impressionnait, c'est le fait qu'on était des utilisateurs sans connaître en fait le pourquoi ça fonctionne. Et finalement, on perdait, pas mal d'enfants perdent le côté créatif. Et de là, en fait, j'ai commencé à faire des ateliers avec des enfants. Donc, c'était au départ une association, ça l'est toujours, mais il y a une structure aujourd'hui qui s'est créée. Et donc, le principe, c'est de créer des supports, alors soit des supports robotiques, soit des supports grâce à un logiciel gratuit qui permet de créer des animations, des jeux vidéo. Et l'approche, c'est vraiment de donner du sens et de permettre aux enfants de comprendre pourquoi, en fait, finalement, on envoie aussi facilement un SMS, voilà, pourquoi une tablette fonctionne aussi bien et qui comprennent un peu l'arrière du rideau, entre guillemets. Et à côté de ça, je développe aussi une partie qui est plus la sensibilisation des adultes, des professionnels qui sont plutôt orientés sur tout ce qui est, qui ont un rôle d'orientation auprès des jeunes. Et en fait, pour les sensibiliser sur les enjeux, le fait que demain, les métiers vont changer, beaucoup de métiers vont disparaître, mais plein d'autres vont se créer. Et donc, ça a un intérêt qu'ils en prennent conscience et qu'on puisse démarrer ensemble pour orienter au mieux les enfants et les jeunes vers des métiers qui ont de l'avenir et puis qui soient en phase avec une société qui évolue, en fait, tout simplement. C'est pour quel âge vous parlez d'enfants, mais... Alors oui, disons qu'il y a une tranche d'âge. Alors j'utilise aussi des supports qui sont des Lego. Ces supports-là, en fait, c'est l'avantage. J'ai été formée au Danemark en 2015 chez, je sais pas si je peux dire l'entité ou pas. Voilà, chez Lego Éducation, et Lego Éducation a une approche qui est assez intéressante. C'est l'entité éducation de cette grande entreprise. Et cette partie-là, en fait, m'a permis de découvrir en fait tous les courants de pensée type Montessori, Freinet. En fait, ils ont à la fois mixé l'approche des neurosciences, pourquoi notre cerveau fonctionne, pourquoi on apprend facilement, pourquoi un enfant apprend plus facilement dans certains contextes et pas d'autres. Et les supports, en fait, permettent d'expérimenter et d'apprendre en faisant. Et donc les Lego permettent justement de faire des erreurs, de travailler en mode projet. Et donc ces supports-là me permettent aux enfants, donc il est 7-14 ans, de découvrir la programmation et la robotique en s'amusant, mais en s'impliquant et en travaillant en mode projet, de façon collaborative. Voilà. Après, aujourd'hui, ces supports-là, je les utilise aussi avec des adultes, tout simplement pour développer la cohésion d'équipe, la collaboration, l'intelligence collective. Voilà. Donc parce que ça permet justement d'être ensemble, mais d'apprendre en faisant et de développer la créativité et de comprendre, en fait, et donc d'aller plus loin et ensuite de dédupliquer l'approche sur des choses qui sont moins ludiques, mais il y a du sens, en fait. Voilà. Je sais pas si. Oui, non, c'est effectivement. Donc, si vous voyez des Lego demain dans la prairie des innovations, c'est pas forcément pour construire une maison. Non, il veut construire des petits robots connectés. Voilà, donc ça sera une façon effectivement de s'exercer finalement, d'essayer de comprendre un peu cette grande sphère du numérique avec plein de choses qui s'y cachent derrière. C'est ça. Ça va mixer à la fois de la manipulation de Lego on va intégrer des moteurs, des capteurs, et puis du coup, pour donner vie à ce petit robot, il faut une chose importante, c'est la programmation. Donc là, c'est plus de la découverte parce que c'est un logiciel qui est très accessible. Et donc voilà. Et puis il y aura surtout le mode projet, en fait. Ce seront des petites équipes. Et ça fonctionne. Ça va être pendant toute la. Comment ça fonctionne en termes de timing, de temps. Il y a 2 ateliers qui sont prévus. Normalement, on va aller jusqu'à 12 participants. Et 2 ateliers qui sont prévus, mais il y en a peut-être d'autres qui vont se greffer dans la journée, en fait, selon... voilà, moi je serai là, donc voilà. Ok, très bien. Et ça dure à peu près maximum 1 heure. Ouais, ok, très bien.
On poursuit, on va découvrir notre deuxième invité. Jérôme Lamache, qu'est-ce que vous proposez sur cette prairie des innovations ? Alors bonjour à tous, je vais juste me permettre de féliciter en tous les cas ce très beau projet de construction. Merci. Et une construction de soi en fait y associer aussi des briques, alors peu importe la marque, j'entends bien. Et ça m'évoque aussi d'autres projets sur des méthodes agiles de construction de projets en tant que tel, avec des techniques, alors je crois que ça s'appelle Lego for Scrum, où on co-construit avec des briques autour d'un projet de cité par exemple, où là des groupes d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes reprennent beaucoup de plaisir à manipuler, à construire, à déconstruire, à reconstruire, à casser, à refaire. Et on a peut-être ce bagage culturel là, de la peur de l'échec qui est assez contraignant je trouve ça permet assez extraordinaire ces méthodes. De dépasser l'échec et justement en prendre que ce soit une force. L'erreur est une force. Donc en tous les cas, bravo à vous. Merci. J'essaierai de passer vous voir demain matin. Merci. Et donc pour répondre à votre question, nous concernant, donc moi je travaille au Conseil régional de Normandie et donc on a un réseau médiation numérique qui est à la fois historique et assez important. On a près de 200 structures de médiation numérique et sur ce réseau, on a une petite composante alors radio, web radio, y compris web TV. Je parlais de transmédia tout à l'heure. On a même quelques espaces qui vont jusqu'à faire de la web TV et des quelques émissions, alors dont une que je peux vous citer, que vous pourrez retrouver éventuellement sur les réseaux, qui est une modalité, dans tous les cas, d'acculturation à ces technologies numériques, à ces usages numériques. Ça s'appelle Génération Geek. Donc je crois que c'est disponible sur les bons canaux de diffusion de plateformes type YouTube, par exemple. Donc ce sont des membres de notre réseau qui prennent le temps de faire ça, en public, en studio. Et donc là, plus particulièrement sur la prairie des innovations, la proposition qui a été faite aussi par rapport à cette 4e édition, comme Adeline le disait, on a été à l'origine de la 3e édition, donc nous sur Caen l'année dernière. Voilà, c'est de proposer à des jeunes de venir parler derrière un micro. Alors je pense qu'autour de la table, ça vous parle un peu. Et voilà, c'est d'essayer de dissocier en fait le fond et la forme. Alors les sujets de fond, on va essayer d'aborder ça avec eux. Donc on s'inspire aussi de tout ce qui a été fait aujourd'hui pour les mettre en situation. Le numérique chez eux, ça évoque quoi ? Le numérique, ce sont les jeux vidéo, ce sont les smartphones, ce sont les réseaux sociaux, c'est encore plein d'autres choses. Donc on va essayer de les faire parler. Et la forme, le facteur de forme, c'est ce micro, c'est savoir s'écouter, ne pas s'interrompre, réfléchir un temps soit peu, prendre conscience que ça va être inscrit aussi dans une histoire. Alors pas dans l'histoire avec un grand H, mais aujourd'hui, quand c'est publié sur des réseaux, voilà, ça reste, ça traîne. Ça peut être ressorti. Donc voilà, on a des petits ateliers. On va avoir 5 rotations avec des jeunes lycéens. C'est des formats d'une demi-heure, à la fois leur expliquer l'environnement qu'on leur propose, et puis de voir avec eux le sujet qu'ils souhaitent aborder. Donc on a plein de petits jeux de questions-réponses pour trouver des occasions de les faire parler, de se réentendre, éventuellement de podcaster aussi tout ça. C'est tout l'intérêt de ces nouvelles technologies sur du synchrone. Je pense qu'on est en direct sur les ondes aujourd'hui, mais j'imagine que assez rapidement on va se retrouver sur du podcast avec des extractions possibles. Je pense qu'en fonction de la maturité peut-être des groupes qu'on va découvrir demain, c'est aussi peut-être de profiter d'un contexte de primaire, d'élections qui vont arriver, et de les faire jouer ces rôles. Moi aujourd'hui, le numérique, si j'étais candidat, qu'est-ce que je pourrais proposer à mon niveau ? Quelle est ma vision de la société numérique ? Je vais replacer demain, je peux vous le dire, cette notion de construction, de briques aujourd'hui, sur les thématiques smartphone, les usages, comment ils les envisagent, eux. En Normandie, vous adressez uniquement un public jeune pour ces ateliers de web, TV ou radio ? Alors, la plus belle expérience que l'on ait, c'est un collectif qui s'appelle Collective Radio, qui est une MJC. Donc effectivement, on va peut-être dire qu'il y a une priorisation avec des publics jeunes, mais aujourd'hui, une MJC, ça brasse beaucoup de monde parce que MJC, Maison Jeunes et Culture, mais c'est des ateliers pour les adultes, c'est du sport, c'est de l'éveil culturel. Et donc, tout ce joyeux monde transite dans des lieux de passage, des tiers-lieux. On commence à parler de tiers-lieux aujourd'hui sur ces assises. Et donc, voilà, c'est pas exclusivement réservé aux jeunes. Ceci dit, le rôle éducatif, on le fait prioritairement avec ces jeunes parce que demain, ce seront eux qui seront aux manettes. C'est des ateliers qui sont sur une journée ou vous pouvez avoir des jeunes sur plusieurs ateliers pour construire peut-être des émissions un peu plus avec plus de fond, un format plus étendu?
Alors vous le savez, les formats étendus c'est bien, mais il faut du temps homme, il faut des sujets, et donc là ils arrivent aujourd'hui à faire de la programmation quasiment H24 et 7/7, donc avec programmation musicale. Et la force d'un réseau, et c'est là où peut-être notre palier, nous, sur une dimension régionale, c'est d'aider à faire en sorte que plusieurs petites radios arrivent à mutualiser sur des plateformes communes de dépôt, avec des tags sur santé, sur culture, sur la vie dans la cité, et qu'on puisse retrouver dans une grille de programmation, je pense que c'est un langage que vous connaissez bien, de pouvoir alimenter avec des émissions qui se font à l'autre bout de la région, et d'avoir quelque chose de rempli, de diffusé, de partagé, et surtout pas faire en sorte que ça reste à une échelle trop locale. Je pense que la parole des uns est aussi intéressante vu d'un territoire un peu plus éloigné. Donc il n'y a pas de format prédéterminé, il y a des actions plutôt d'éducation. Donc là, limite le contenu, peu importe, c'est vraiment aider à faire, donner envie. Nous, région, on a un dispositif qui s'appelle... ce sont des résidences radio, c'est Radio Nomad Jeune, pour vous donner un exemple. Donc là, c'est une initiative de la région, de la collectivité, pour faire en sorte qu'un opérateur comme vous, alors chez nous il s'appelle Zone d'Onde, aille en résidence pendant une semaine dans des lycées et travaille avec des enseignants, travaille avec des jeunes évidemment, mais à la fois la forme, le fond, pour qu'il y ait un direct qui puisse être fait le vendredi après-midi, un direct de 2 heures qu'on va capitaliser, qu'on va évidemment enregistrer, repodcaster, réutiliser sous d'autres formes. Et des résidences comme ça, il y a une quinzaine d'établissements qui se font sur l'année. Et sur l'Aigle, c'est le territoire, c'est une ville, une commune de l'Orne. C'est là où est née Collective, c'est-à-dire que ce qu'on initie dans un lycée a une répercussion sur le territoire. C'est-à-dire que nous on initie, mais à un moment donné, ça ira sur un autre établissement. Par contre, ça reste. Les jeunes qui sont dans un lycée, ils ont une autre vie à côté. Le mercredi après-midi, ils font autre chose. Le week-end, ils font autre chose. Ils vont sortir du lycée à un moment donné. Et c'est de trouver un écho, parce qu'il y a un engagement aussi à faire vivre sa commune, et du coup avec la MJC, voilà, ça fait un super projet, ce sont des missions locales, ce sont tout un tas de partenaires là, qui gravitent autour de Collective. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Bon, ça fait beaucoup d'écho avec ce qui se passe aussi sur notre territoire en Occitanie, avec des radios FM qui aujourd'hui sont construites à partir de jeunes, qui pour certains le font aussi dans le cadre d'une MJC ou de quelque chose assez similaire. C'est le cadre de Radio Sommière, ou carrément d'une radio qui a des bénévoles vraiment qui sont issus du milieu, enfin voilà, vraiment des lycéens qui sont impliqués. C'est le cas de RTR à Rodez par exemple. Voilà, donc c'était juste pour l'écho, et j'espère que là je vais prendre ma casquette de vice-président de la fédération régionale des radios associatives en Occitanie. J'espère que la région Occitanie des Pyrénées à la Méditerranée nous soutiendra pour une action dans les lycées dans les prochains mois dans la même idée. C'est une des propositions que nous leur avons fait il y a très peu de temps. Voilà, j'en profite pour le dire. Tu as bien raison. Voilà, c'est en pleine négociation évidemment en ce moment. Alors ce plateau, enfin cette prairie des innovations, Vincent, tu y as participé dans sa conception aussi. Toi, tu vas y être pour l'animation des pitchs le matin, et puis peut-être pour présenter un certain nombre de choses aussi. Oui, en fait, je vais y être toute la journée, grosso modo. Déjà, je voudrais m'excuser parce que j'ai fait un peu le goujat. J'ai quitté le parcours 3 avant la fin et j'ai réussi à arriver en retard. Donc, du coup, j'ai 0 sur tous les tableaux. Donc, voilà. Donc, je vous prie de m'excuser auprès de tout le monde. Donc, ça, c'est fait. Oui. Donc, du coup, en fait, j'ai participé pas mal à l'organisation en amont. Donc, du coup, il y a des choses auxquelles j'ai participé en tant qu'animateur, donc notamment animer une partie des pitchs le matin. Il y a aussi un truc, enfin il y a vraiment un élément qui fort en tout cas dans cette prairie des innovations, c'est les masterclass qu'on a essayé de concevoir. Et donc il y a notamment en fait, donc là c'est du travail, il y aura peu d'animation, mais ça m'a pas mal impacté avant. C'était de se dire on va profiter de la prairie pour finalement éclaircir 3 mots qui font peur et qui font peur à tout le monde, et puis aussi qui intéressent tout le monde. C'est l'intelligence artificielle, la capture de mouvement et la réalité virtuelle. Enfin voilà, c'est des mots comme ça qui sont un petit peu angoissants, et on a essayé de trouver 3 entreprises lozériennes qui vont bien détailler
comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que de travailler dans ces secteurs-là, et puis pour pouvoir tout simplement dédramatiser et se rendre compte que c'est vraiment des choses qui sont assez naturelles, qui sont assez simples, et donc voilà. Donc là, en tout cas, j'étais impacté sur l'organisation sur ces choses-là. Alors, on va être très très concret sur ces différents moments. Ces masterclass, ça se passe comment? C'est toute la matinée? Il y a des horaires? Comment ça se passe? C'est toute la matinée. En fait, à partir de 9h, il y en a 4 qui vont se succéder. Elles durent toutes une demi-heure. Donc, il y en a une première, c'est un point sur le projet Nièvre numérique. Donc, c'est un peu le côté international du numérique. Enfin, voilà, les projets internationaux. Mais on les reçoit juste après dans l'émission. Après. Et ensuite, après, on a 3 fois une demi-heure. Alors, j'ai plus l'ordre sous les yeux. Alors, c'est d'abord les captures de mouvement avec Trinoma. Voilà, c'est une entreprise qui est à Villefort. Voilà, à 9h30, accueillie dans une résidence reliée par la communauté de communes et en partenariat avec Lozère Développement. Voilà. À 10h, intelligence artificielle avec Fusion. Avec Fusion, c'est une entreprise qui arrive justement de Normandie et qui est venue rejoindre un accélérateur qu'on a mis en place qui s'appelle BloomUp. Et du coup, donc ils sont arrivés de Normandie, ils se sont installés en Lozère et du coup, ils vont expliquer un petit peu ce qu'ils font autour de l'intelligence artificielle. En fait, ils utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour faciliter le traitement de données. Et c'est des mots qui font très très peur, mais quand ils en parlent, c'est très clair. Et du coup, ça permet de faire le point sur un mot qui relève souvent de la science-fiction. Et ça se terminera cet espace masterclass avec la réalité virtuelle. Voilà, et donc là c'est Fabien Lacan qui travaille justement sur la conception 3D et qui va finalement créer des paysages complètement virtuels, et après il va finalement les faire bifurquer dans des casques pour qu'on puisse avoir des expériences immersives autour justement de ces mondes virtuels. Et puis donc, Adeline en parlait tout à l'heure, il y a aussi cette conférence l'après-midi autour de la découverte des métiers du numérique et les compétences 3.0. Alors nous, on s'est arrêté au 2.0, dis-nous en plus. Alors, le 3.0, ça c'est un truc d'Adeline, moi je suis... Mais l'idée c'est de dire... Elle est juste derrière toi, hein, donc si besoin tu peux... Du coup, donc, bon, le 2.0, en fait, on va dire pour le web, le 1.0 c'est simplement on envoie des contenus, le 2.0 on interagit, et finalement le 3.0 c'est va être une généralisation complète. Et du coup on va avoir plusieurs développeurs qui ont chacune des spécificités et qui vont expliquer comment est-ce qu'ils appréhendent le numérique, donc et comment ils appréhendent leur métier au quotidien. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour travailler dans le numérique. Donc on va avoir un autodidacte, on va avoir un passionné des mathématiques, on va avoir quelqu'un qui est très très spécialisé sur la réalité virtuelle. Je crois que tu interviens aussi. J'interviens aussi, oui. Ouais. Oui. Du coup, sur le côté formation, sensibilisation et numérique. Et du coup, voilà, on va avoir des profils différents qui vont permettre de dire aux étudiants et aux élèves, voilà un petit peu des gens qui travaillent aujourd'hui dans le numérique, voilà comment ils se sont formés, comment ils ont travaillé. Et voilà, c'est un petit peu l'objectif de cette conférence. Donc ça se passe à 13h30, ici au premier étage de l'espace événement Georges Frêche. Oui, Natacha va intervenir. Oui, en fait, je vous ai dit que je faisais des ateliers, mais je vous ai pas dit à quelle heure. Hein. Donc, ouais, mais vous inquiétez pas, j'allais y revenir. Donc, il y en a un 10h. Ouais. A priori, ce seront plus des lycéens, dans ce qu'on m'a dit. Mais le support peut s'adapter à des beaucoup plus jeunes. Et il y en a un à 15h, et je suis là toute la journée, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et la web radio, c'est à 9h15, 9h50, 10h20 et 15h30. Grosso modo, ça veut dire, je pense que vous pouvez dire à vos auditeurs qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment dans la journée. Il y aura des trucs de fou un petit peu partout. Voilà. Et alors, dans les trucs de fou, je me demande s'il n'y a pas aussi la révélation de 3 films dans lesquels Adeline et Vincent, vous avez un certain rôle. Est-ce que vous pouvez... Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, quand on en parle comme ça, à chaque fois je me dis, je crois que j'ai fait une bêtise. Non, en fait, donc, le département avec un appel Massif Central, a souhaité faire des films pour promouvoir le télétravail et l'installation d'indépendants sur le département. Donc c'est un clip d'attractivité. Et
en fait, dans une dynamique qu'on engage autour du numérique, on s'est dit, bon, ces clips-là, il va falloir un peu les rajeunir et on va essayer d'emprunter à la culture web. Et du coup, on s'est dit, on a regardé pas mal, plusieurs choses, à la fois les chaînes YouTube que les jeunes regardent et puis les moins jeunes aussi. On a regardé aussi pas mal de pubs qui sont un petit peu décalées actuellement. On s'est dit, bon, on va faire des clips décalés. Et du coup... On a joué, voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes acteurs dans des films du télétravail et on s'est dit on va se mettre en scène puisque en fait on est passionné par ce qu'on fait. On a vraiment envie d'attirer des gens sur le département. On pense que il y a quelque chose de fantastique ici et puis en plus on pense que l'écosystème il est top et on s'est dit finalement ceux qui pourront le vendre le mieux c'est nous. Alors on s'est dit voilà on va essayer un petit peu de vendre ça et puis Adeline elle m'avait caché ses talents de comédienne et tout le monde m'en parle. Il paraît qu'elle est énorme. Ah oui, elle a des talents de mégère qui sont voilà. Donc ça c'est du teaser c'est du teaser et du coup après j'ai eu la pression parce que elle tournait dans le clip 1 elle a fait sensation et du coup le clip 2 c'était un petit peu plus moi. J'ai commencé à avoir les pétoches et voilà j'ai essayé de m'aligner sur les prestations d'Adeline pour aussi avoir un côté décalé. Ouais, donc, je pense que le clip 1 est pas mal. Donc ils ont le premier c'était un avant-goût, c'était à la soirée Midi Écho la semaine dernière. Alors quand est-ce qu'on les découvrira ces 3 clips demain? En fait, je pense que ça va être sur les pitchs finaux, en fait, en fin de journée, une fois que tout le monde sera passé, on fera un point justement sur la Lozère, sur l'écosystème, sur le réseau Solozère, sur ce que fait le département autour des télécentres, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va diffuser les films et qu'on va parler. On donnera sûrement aussi la parole à des télétravailleurs emblématiques du réseau, parce que finalement tout ça c'est venu d'une semaine qu'on avait organisée en juin dernier, qui s'appelait la semaine des lieux de travail partagés, où on a parcouru tout le département, on a rencontré tout le monde, et finalement c'est ça qui nous a motivés après faire ces films et puis à les faire pour de vrai, quoi, à aller vraiment voir les gens et jouer aussi voilà, avec eux. Sur la prairie des innovations, il y aura des entreprises que vous avez accompagnées avec Lozère Développement? Ah oui. Alors là, pareil, je pense que les Lozériens, les Mandois, imaginent assez mal quand on parle de start-up, ils ont du mal à se rendre compte qu'il y en a ici. Et du coup, sur un événement comme celui-ci, il nous paraissait vraiment intéressant de faire venir ces entreprises-là pour pouvoir aussi faire quelque part de la médiation, c'est-à-dire voilà un petit peu ce qui se passe sur le territoire, voilà les entreprises qui existent, voilà les projets de territoire. Et donc dans ce sens-là, on a sollicité, il y a Absoluwood, il va y avoir Joli Click, il va y avoir justement toutes les masterclass, là Fabien Lacan, que ce soit Trinoma, que ce soit Fusion, etc. À chaque fois, c'est des entreprises qu'on accompagne et qu'on essaie de mettre en valeur et qui, je pense, ont aussi quelque chose à apporter et qui permettent aussi de dire aux conférenciers internationaux et nationaux qui viennent que finalement on est certes un territoire rural mais on est aussi à la pointe. Et puis voilà, il y a aussi d'autres acteurs locaux qui sont mobilisés, le réseau des maisons de services au public, donc bon le réseau sur Lozère on en a parlé, aussi Supagro Montpellier, avec l'Institut de Florac avec des mini formations qui vont avoir lieu tout au long de la journée. Voilà, donc un certain nombre de choses et puis les acteurs aussi nationaux. On recevait hier le pôle Outre-mer qui sera présent, qui proposera qui mettra en valeur la médiation numérique dans les territoires ultramarins. L'Agence nationale du numérique sont là aussi dans cet espace de la prairie des innovations. Donc, je me permets, le programme il est vraiment très lourd et très complexe. Du coup, il faut pas hésiter à aller sur le site des assises de la médiation numérique et il y a un petit encart sur la droite avec marqué la prairie des innovations et on retrouve tous les noms, toutes les horaires, etc. Parce que voilà, oralement pour les auditeurs, pour se repérer, c'est pas évident. Oui, et puis de toute façon, on peut venir simplement demain entre 9h et 17h. Il y aura quelque chose à faire, il y aura des choses à découvrir dans cet espace et donc voilà. Et puis si vous avez envie, donc on rappelle pour les Lego, c'est à 10h oui, et 15h. 10h et 15h. Et puis donc pour la web radio, si vous avez envie de faire de la web radio, puis après vous pouvez aussi venir nous voir pour faire de la radio FM, si vous avez envie aussi, hein, c'est possible. Donc la web radio, c'est à 9h15, 9h50, 10h20 et 15h30. Voilà, il y a 5 petits cycles de 30 minutes pour essayer de découvrir ce fabuleux média. Oui, tout à fait. Merci beaucoup et on va faire une petite coupure musicale et on va continuer à parler de cette médiation numérique avec ces réseaux de territoire de la médiation numérique. Merci beaucoup d'être venu. Merci.
Cause yeah, you never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he boys. Ragamuffin is a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. Dear Ragamuffin is a wannabe friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Ragamuffin, shall not fall it down. See us the wisdom of not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah, yeah. So dear Ragamuffin is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Ragamuffin, should not fall it down. See us the wisdom of not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes. Ooh, ooh, ooh. No, 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 yeah. « 48 FM ». Allez, on est reparti pour cette deuxième partie d'émission avec la présentation de Réseau de territoire, la médiation numérique finalement vue d'ailleurs, avec une équipe qui nous vient de la Nièvre, Clive Peckham de la Nièvre numérique et représentant du programme européen Érudite. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons également Jacques Plonchon de la Maison de l'Emploi de la Nièvre. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Bernard, responsable médiation numérique au sein du conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Alors avec nous également Adrien Devos qui est ici. Merci d'être là. d'Adretz, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Et bien sûr, on a gardé avec nous Jérôme Lamache qui pourra nous parler un peu de cette médiation numérique vue du côté de la Normandie. Guillaume. Et bon, on va partir d'abord dans la Nièvre et peut-être dites-nous un petit peu justement quelle réalité a la médiation numérique sur ce département qui a beaucoup de similitudes avec le département de la Lozère pour le connaître un petit peu. Alors, je sais pas. Je vais commencer. Voilà. Alors, la réalité de la médiation numérique sur notre département rural, effectivement, aussi rural qu'ici, je pense, c'est une multitude de réseaux qui se causent entre eux. C'est constitué par tout d'abord un réseau d'animateurs, de médiateurs numériques, une dizaine de personnes qui œuvrent sur la totalité du territoire, avec une particularité forte, c'est que ces médiateurs numériques sont en mobilité. Ils se déplacent, ils identifient des projets, ils identifient des besoins qui peuvent être émis par des collectivités, des associations, des professionnels. Et en fonction des besoins identifiés, ils se posent avec du matériel et interviennent pour l'accompagnement de ce projet-là pendant une durée définie avec le porteur de projet. C'est un premier réseau d'accompagnement mis en place. Un second réseau a été... Donc sans lieu. C'est plutôt... Alors on pourrait dire que sur la Nièvre, on a 150 tiers-lieux. Alors il y en a qui sont fixes, évidemment. On a des centres de ressources numériques avec des services numériques, où là on a du matériel fixe. Mais on a identifié, on a cartographié, on a rendu tout ça visible. Plus de 150 lieux sur le département où on se pose ponctuellement, où on a une couverture Wi-Fi suffisante, un débit suffisant pour agir.
du chauffage en hiver et suffisamment de tables et de chaises pour se poser avec un groupe de 10-12 personnes quelquefois. Et on met en place notre action. Voilà comment ça se passe. En plus de cet accompagnement, on va dire un peu tout azimut et qui s'adresse à tous les publics, on a un autre réseau un peu plus structuré alors on le fait pas seul, je précise juste au passage qu'on n'est pas seul acteur sur ce sujet-là. On travaille en partenariat avec d'autres organismes départementaux, la mission numérique sur le Morvan et Nièvre numérique qui a en charge la partie infra dont Clive vous parlera sans doute après. On a constitué un autre réseau, un réseau de conseillers numériques. Donc là, on est plus sur un apport de solutions auprès des professionnels. Et tout dernièrement, on a ajouté encore une couche avec la création d'un réseau de Fab Lab. C'est le premier département qui a organisé ce réseau de Fab Lab, mutualisé, mis en commun, partagé, etc. Financé aussi partiellement. Voilà. Et donc tout ça se superpose, tout ça se cause entre eux et ça donne un dispositif d'accompagnement, on va dire, relativement efficace pour l'instant. Vous expliquiez avoir essayé d'identifier les besoins du département. Quels sont vos besoins finalement sur la Nièvre concernant la médiation numérique ? Le besoin principal, ça reste, il est exprimé par le grand public. On est vraiment encore sur la fracture numérique. On est toujours sur cette problématique de fracture numérique. On passe encore beaucoup de temps avec les personnes qui sont les plus éloignées, ce qui est bien aussi et ce qui correspond aux missions de la collectivité départementale. On a vraiment une approche sociale. Une dimension sociale numérique. Donc on est vraiment, je dirais, à pratiquement encore 60% de notre activité qui porte là-dessus. Ensuite, on a des projets un peu plus spécifiques qui sont proches du développement du territoire, sous l'angle touristique par exemple, où on est sollicité pour venir aider une association, une collectivité locale pour l'aider à mieux faire connaître son offre touristique. On n'est pas non plus les seuls à intervenir là-dessus. On a aussi une agence départementale du tourisme qui est actrice, mais on vient en complément sur des problématiques beaucoup plus techniques. Voilà, en résumé, il y a ça. Puis après, il y a aussi le volet économique où là, on a la possibilité de mobiliser des conseillers. Alors sur ce volet justement du grand public, j'imagine que la maison de l'emploi de la Nièvre, elle est forcément très très impactée, très directement concernée par cette question-là. On tricote, c'est-à-dire que nous on travaille main dans la main avec les services du conseil départemental, au sens où la maison de l'emploi c'est une petite équipe ressources, un peu comme la maison de l'emploi et de la cohésion sociale de la Lozère, sauf que nous on coordonne pas directement le réseau des plateformes d'accès aux services publics, on est simplement en co-animation avec d'autres. Et donc quand je dis qu'on tricote, c'est que nous on va mobiliser les opérateurs de l'emploi et de la formation pour faire en sorte que les publics qui les fréquentent puissent bénéficier au maximum de l'animation qui est mise en place par le conseil départemental. Pour cet exemple-là. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de maisons de l'emploi départementales. Il y a la Lozère, la Nièvre, et puis il y a la Meuse, et puis aussi Belfort, même si Belfort c'est un cas un peu particulier, mais on est confronté aux mêmes problématiques, quoi. Donc on essaie globalement de coordonner les opérateurs à l'échelon d'un territoire, et puis de repérer là où on a peut-être besoin de mettre davantage de moyens sur telle ou telle portion du territoire. On a un peu les deux zoom avant, zoom arrière, quoi. De façon d'agir. Alors on reviendra dans la Nièvre, mais ça fait écho tout à fait au travail que conduit la DRETS, c'est ça ? J'ai du mal avec les acronymes parfois. Et donc dans les Alpes et autour d'un réseau de maisons de services au public aussi. Tout à fait. Alors l'ADRE, puisque usuellement on prononce pas le S dans les Alpes, mais on vous en veut pas, c'est compliqué, qui veut dire association. Nous on a un problème, c'est qu'ici il y a des endroits où il se prononce et des endroits où il se prononce pas. Et c'est assez particulier. Enfin, quand on débarque, on sait pas forcément. Quand je vais expliquer l'acronyme, vous allez comprendre pourquoi on s'en tient quand même à l'acronyme, puisque l'ADRE c'est l'association pour le développement en réseau des territoires et des services. D'où le fait que. Oui, donc le S est important. Voilà, tout à fait. Donc nous, on travaille depuis une vingtaine d'années à l'échelle des 9 départements alpins, donc de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes, à l'animation notamment du réseau des maisons de services au public, sachant qu'à l'époque, on a commencé avec les points publics, pour ceux qui connaissaient, puis les espaces ruraux emploi-formation, et on a accompagné l'émergence de ces lieux et la montée en compétences, notamment sur le numérique. Puisque la problématique dans les départements alpins, même si on peut noter une différence entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, globalement on est quand même confronté à des territoires ruraux ou du moins avec des questions d'accès
liées à la topographie, liées aux conditions climatiques qui se posent. L'importance de la population saisonnière, puisque on a des territoires, on a certaines vallées des Alpes du Nord notamment qui accueillent plusieurs milliers de saisonniers, de travailleurs saisonniers sur les mois de la saison d'hiver. Donc ça pose des vraies questions d'accès aux services, d'accès aux droits et d'accès au numérique. Et donc on s'attelle l'ADRE depuis une dizaine d'années plus fortement à faire le lien avec les réseaux de la médiation numérique. Et à ce titre, on participe aux activités d'Arsenic PACA, donc qui est l'association régionale de soutien des espaces régionaux Internet citoyens, donc qui est l'appellation des espaces publics numériques en région PACA. Et on est co-animateur de la CORAIA, la coordination Rhône-Alpes de l'Internet accompagné, pour ce qui est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque comme les collègues finalement des maisons de l'emploi, ce à quoi on veille, c'est qu'il y ait une coordination des différents acteurs, des opérateurs, des collectivités, dans les modalités d'accueil et d'accompagnement du public. Que finalement, ces lieux, alors qu'ils soient MSAP, tiers-lieux, espace public numérique, soient le réceptacle des différentes politiques et qu'on accueille bien l'usager dans sa globalité et qu'on évite d'avoir dans l'accueil le découpage et le cloisonnement qu'on peut avoir dans l'organisation finalement des services par ailleurs. Donc c'est vraiment cet usage autour des services qui est marqué. Aujourd'hui, le besoin de médiation numérique, il est croissant finalement dans cette thématique-là des services. Tout à fait. On a, et vous l'avez présenté ce matin, les schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public, donc de la loi NOTRe. Et ce qu'on peut observer, puisque pour accompagner le département de la Savoie et des Alpes-de-Haute-Provence et suivre un certain nombre d'autres départements d'un peu plus loin, la question du numérique, elle revient par toutes les fenêtres une fois qu'on l'a sortie par la porte, et ça devient effectivement l'axe principal, avec une approche quand même un peu nouvelle, notamment pour un certain nombre de départements, puisque le numérique était souvent traité par la question des infras et de la fracture qui est encore réelle. On a encore des vraies zones blanches. Nous, on a découvert qu'en Savoie, il y avait encore des communes qui n'avaient aucune connexion Internet, même pas du 512K. Donc on n'imagine pas que ça puisse encore être le cas. Donc il y a un vrai enjeu, mais malgré tout, les dispositifs et politiques publiques sont en route. Et donc il y a une vraie prise de conscience, notamment des conseils départementaux dans les Alpes, sur la question des usages et de l'accompagnement aux usages. Alors il y a bien entendu la dématérialisation des services publics qui se pose, et puis de manière générale il y a une conscience de la nécessité d'accompagner les usagers dans les usages numériques au-delà de la e-administration. C'est-à-dire que on commence à sortir de l'image d'Épinal selon laquelle c'est clic droit, clic gauche, il faut maîtriser Word, et on se rend compte que oui, il y a des vraies compétences manipulatoires, notamment chez les jeunes, mais que pour autant, l'inclusion dans la société de demain, je tiens à préciser, c'est bien l'inclusion dans la société et pas l'inclusion au numérique. L'inclusion dans une société de demain où le numérique est omniprésent, elle va passer par de la culture numérique. Et donc il faut des lieux de proximité où ces cultures numériques puissent être diffusées. Alors on va faire l'écho avec le réseau Normandie qui est avec Jérôme Lamache qui a exprimé tout à l'heure. En tant que région, c'est aussi une responsabilité de formation des lycéens, de sensibilisation à ces questions du numérique, d'apprentissage de son usage au-delà de simplement effectivement l'appropriation basique. Est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là au niveau du réseau de la Normandie et en lien avec les politiques régionales ? Alors, parler de formation des lycéens, c'est pas notre champ de compétences. Faut aussi être très clair. Voilà, il y a l'éducation nationale pour ça. Après, on avance tous en même temps. C'est une société qui bouge très vite. Si on regarde un petit peu en arrière, en l'espace de 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Vous dire dans 15 ans ce qu'il y aura, c'est un vrai défi aussi pour nous. Ceci dit, les jeunes qui sont là aujourd'hui, ce seront les acteurs de demain, je le disais dans la précédente émission. Donc, on ne peut pas ne pas regarder, aider, et c'est là où les institutions, ou les organisations, mais je vais vous dire, c'est main dans la main. Je vous parlais tout à l'heure de Radio Nomade Jeune, ça se fait pas, c'est pas que la région, ce sont les services de l'éducation nationale, c'est le rectorat, l'académie de Caen, qui travaillent avec nous en comité de pilotage. Il y a une gouvernance aussi autour de ça, pour que ça soit un vrai sujet partagé. Alors, certains acteurs savent faire des choses, autant les mettre à profit, donc voilà, nous on sert un petit peu d'effet levier là-dessus. Après, sur l'inclusion au sens général, voilà, enfin, ce qui a été exprimé tout à l'heure par mon camarade juste à côté, les citoyens de n'importe quel territoire a les mêmes difficultés. Des zones blanches en Normandie, on en a certainement aussi, des poches, on en a, des
citoyens exclus, on en a aussi. Dans notre jargon, alors comme Pascal, ça fait quelques années qu'on gravite dans ces réseaux de médiation, mais c'est une double peine, c'est une triple peine, une quadruple peine. Quand vous parlez d'exclusion sociale, alors c'est pas facile déjà de revenir vers les autres, quand en plus les autres sont sur des plateformes numériques, ou alors que vos interlocuteurs sont sur des plateformes numériques, je pense à tout le champ de l'emploi, même tout ce qui est déclaratif aujourd'hui pour sa vie de citoyen, c'est de plus en plus, voire du 100% numérique. Donc ça, c'est une réalité depuis un an maintenant. Il y a une vraie bascule, il y a un vrai changement là qui s'est opéré. Alors nous, on regarde, on essaie de faciliter. Moi, j'ai pas d'espace public numérique à la région propre, donc on essaye de pousser les territoires à monter des structures de médiation numérique, et puis de faire en sorte qu'on partage un objectif commun, qu'on ait un même langage, qu'on ait un poids, ou en tous les cas une vraie caution de discussion avec un pôle emploi départemental, un pôle emploi régional par exemple, voilà, qu'on arrive à définir ce que c'est, ce que ce n'est pas non plus, entre ce dont on peut parler à l'échelle d'un département ou d'une région, mais la réalité de terrain des fois elle est un peu tout autre, sur on va dire des facilités de renvoyer, allez voir un espace public numérique à côté de chez vous, ils vont vous aider à tout faire. Non, la réalité c'est pas ça non plus, quoi. Et alors, j'avais posé cette question tout à l'heure à la Nièvre. En région Normandie, un petit peu quel paysage de cette médiation numérique? Alors, on a parlé de l'activité radio et de sensibilisation radio, enfin aux médias radio, et derrière avec le fond aussi. Mais un peu quelle est la diversité du paysage de la médiation numérique sur une région comme la vôtre? Alors, on parlait d'inclusion numérique, donc là, on est plus proche du citoyen. Donc, en fait, on essaye de cibler et on s'aperçoit que le spectre est très large. Depuis un an, on a monté un programme qui s'appelle Tiers-lieu prototypeur. Et c'est là où la notion de tiers-lieu, c'est pas la maison, c'est pas le lieu de travail, c'est pas l'école. C'est un espèce d'endroit un peu hybride de croisement de communautés. Et donc ça nous interpelle. Alors on en parle à l'échelle nationale depuis quelques temps maintenant. Pascal parlait de Fab Lab tout à l'heure. Voilà. Est-ce que le Fab Lab est un tiers-lieu? De notre point de vue, oui. Est-ce qu'un espace de télétravail, c'est un tiers-lieu pour nous? Oui. Est-ce qu'un espace de coworking c'en est un? Certainement. Mais pas tous. Je fais référence aux discussions d'hier sur la conférence introductive. Oui, on a eu Pascal Lafargue, c'est ça, qui était qui est venu aussi. On a eu ce débat dans notre émission d'hier soir aussi. Donc oui, je l'ai écouté avec attention. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des réflexions pour nous qui sont d'une importance capitale pour les 5-10 ans qui viennent. Nous, notre objectif, c'est de réfléchir à des politiques publiques, mais au moment où on les réfléchit, elles vont se mettre en œuvre dans quelques années, le temps de mettre les gens en mouvement. Sur le réseau des Fab Labs, je pense, j'en suis même persuadé, que c'est peut-être un des dispositifs qui peut permettre encore le plus de croisement possible. C'est-à-dire que la communauté économique, il y a des prototypeurs qui viennent dans des Fab Labs avant de commercialiser, avant de tester. On parle c'est toute la dynamique des labs. Donc il y a des creative labs, il y a des mini labs, des micro labs, des nano labs, des Fab Labs, laboratoires de fabrication. C'est un espèce de jargon, mais avant d'aller fabriquer des choses, c'est les tester, c'est faire des protos. Donc il y a des bonnes idées, il y a des inventeurs. Le concours Lépine, ça n'a jamais autant marché aujourd'hui. C'est assez hallucinant. Et donc croiser des entreprises, croiser des retraités, croiser des gens qui apprennent à apprendre, ça c'est assez extraordinaire de notre point de vue. Et donc on est aussi un peu comme la Nièvre dans cette dynamique-là, pour essayer de favoriser l'émergence. Là encore, c'est pas nous, institutions publiques, qui allons faire des Fab Labs. Par contre, aider à ce que les gens comprennent ce que c'est, n'en fassent pas un fantasme non plus, parce que c'est un joli mot, ça fait rêver. Dans 10 ans, on fera le point. Des Fab Labs partout, c'est pas l'objectif non plus. Par contre, des vrais Fab Labs avec des vraies couleurs. Je vais vous donner un exemple assez parlant. Un Fab Lab autour de la couture. Donc d'avoir des belles couleurs. Ça s'appelle Au Fil Conducteur. Pascal en est le président, à côté de Rouen, et ça c'est sur notre territoire, donc on peut en parler. Alors voilà, des super idées. Un Fab Lab général dont acte. Par contre, un Fab Lab autour de la couture, autour des métiers de l'agriculture. C'est des géotrouve-tout agriculteurs qui fabriquent entre eux des pièces avec le numérique. J'ai besoin d'une pièce. Oui, mais elle se vend pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la modélise. On est accompagné pour la modéliser. Et puis on va se la briquer avec une imprimante 3D. On va la tester sur un poteau avec des grillages, avec tout ce qui peut servir à améliorer la condition. Et puis on va le déposer surtout.
sur une plateforme collaborative pour que ce qui a été fait là puisse servir à d'autres. Et on va continuer comme ça, on va alimenter ce beau mouvement. Alors on va retourner peut-être un petit peu dans la Nièvre avec Clive Peckham, Nièvre numérique. Alors dans la présentation tout à l'heure, vos collègues disaient c'est plutôt l'infrastructure et ce programme européen Érudite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de votre rôle finalement dans cette stratégie du numérique de la Nièvre? Alors là, oui, Nièvre numérique comme structure s'occupe du réseau très haut débit de la Nièvre, mais juste pour notre chemin vers la coopération européenne, on a commencé à dire ok, on doit construire cette dorsale numérique pour la Nièvre, mais comme ils vont le faire d'ailleurs. Quels sont les modèles économiques, quels sont les modèles de gestion. Est-ce qu'on peut faire mieux dans la Nièvre à travers la coopération internationale? Est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce qu'on peut élargir nos réseaux d'information, d'apprentissage? Et on a commencé vraiment avec ça, avec seulement les structures. Mais après, il y avait une réflexion, mais aussi avec les acteurs locaux, comme le Conseil général, comme la Maison d'emploi. OK, avec ce réseau, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va ajouter de valeur? Alors là, on dit, OK, on a une expérience très positive. Pour la création du réseau très haut débit, on a vu des modèles dans la Finlande. On a un représentant de la Finlande aujourd'hui avec nous. En Finlande, il y a un modèle où les collectivités même, normalement, gèrent les réseaux, sont les propriétés, mais ils ont créé un type de structure où les gens vraiment se sentent que c'est mon réseau de très haut débit, c'est à moi. Je géré par la collectivité pour moi. C'est pas quelque chose de distant. Alors, on peut peut-être en prendre plus, comme ils ont créé leur service. Alors là, on a dit avec ce projet Rotate, OK, maintenant on a les réseaux, qu'est-ce qu'on va faire avec? Quels sont les services qu'on peut créer pour les seniors? L'éducation, la formation. Vous parlez tous de ces services, mais comme ils font ailleurs. Et quelle est la méthodologie? Et on a, vous en particulier, on a dans les pays nordiques, mais aussi dans d'autres pays comme l'Irlande, comme ils appliquent une méthode d'impliquer les acteurs vraiment avec un processus d'innovation ouverte dans la création de ces services, qui est vraiment, en utilisant cette méthodologie, les services qui sortent, qui correspondent vraiment aux besoins de la population. Mais en même temps, il y a une méthodologie qui s'appelle le retour social sur investissement, qui est vraiment de voir comme les projets, les services apportent pas seulement de valeur économique, mais sociale et environnementale, et comment on peut le mesurer. Alors l'idée de ce projet est de regrouper les gens, des acteurs, à travers un projet d'innovation ouverte, de dire OK, quels sont les services qu'on veut créer, et aussi quels seront les résultats de ces services, quelle valeur ils apporteront. Et comme ça, on peut vraiment créer des services qui répondent aux besoins de la population, mais en même temps, on peut dire OK, ça apportera cette valeur. On peut après les modifier pour vraiment répondre, et on peut les mesurer l'impact. Ça, c'est l'idée. Et maintenant, on travaille avec nos partenaires en Finlande, en Irlande, en Italie, en Hongrie, en Slovénie, qui ont tous les mêmes objectifs. Ils veulent tous créer ce même type de service pour voir comment ensemble on peut améliorer nos services, l'implication de tous les acteurs dans la création des services et l'utilisation des services. Et là, les deux représentants ici, ou eux, ou des collègues récemment sont allés en Finlande pour un type de voyage d'études et des débats sur comment on peut travailler ensemble et comment on peut apprendre des expériences d'ailleurs. Et alors justement, comment ça se concrétise ça impacte vos services, la façon dont vous concevez aussi cette médiation numérique sur le territoire? Ça impacte pas encore nos services, ça pourrait l'être dans quelques mois. En tout cas, ça nous a donné des idées. Ça nous donne. Alors, je vais revenir rapidement sur le dernier voyage auquel j'ai participé en Finlande, où on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait une autonomie dans la gestion des réseaux qui donnait beaucoup plus de marge de manœuvre aux acteurs locaux.
et notamment dans le domaine de la santé. C'était ce qu'on a retenu, nous, e-santé et plus globalement, on va dire, sur le maintien à domicile, la liaison avec le monde médical, etc. Où on a constaté qu'en Finlande, cette possibilité de s'organiser au niveau local, au niveau de leur territoire, parce qu'ils maîtrisent à la fois les réseaux, mais aussi parce qu'on leur a délégué une compétence complète sur le volet santé, leur permettait d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que nous pour déployer des services. Moi, j'ai constaté aussi que il y avait un modèle très intéressant pour mettre en relation les fournisseurs de solutions privés et ce monde, cette organisation, cette structuration locale. Voilà. Et on voit bien quelles sont les limites sur notre territoire. On voit bien que tout n'est pas possible, mais on pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses dont on peut s'inspirer. Après, sur le volet technique, on a aussi vu des choses très intéressantes, sans constater un vrai décalage par rapport à nous. Je pense qu'on est à peu près au même niveau. Par contre, voilà, c'est cette façon de mobiliser ces moyens techniques qui est quand même beaucoup plus intéressante sur ce type de territoire. Alors là, ça nous donne des idées, ça nous a fait avancer. Depuis, on a beaucoup travaillé sur... on est en train de créer un groupe de travail sur la maison de retraite du futur, où on imagine, ça fait partie des missions aussi de la collectivité départementale, d'imaginer faire évoluer ce type de structures qui sont très présentes en milieu rural. Comment les mettre en réseau, comment les faire travailler ensemble, comment développer de nouveaux services, comment apporter des solutions pour améliorer le bien-être des résidents, etc., etc. Donc il y a un groupe de réflexion, on va les entendre, on va retenir aussi tout ce qu'on a pu voir sur d'autres pays et on va essayer de monter un joli projet pour répondre à ces attentes. Voilà. Ce que je trouve assez intéressant dans ce que vous disiez, c'était aussi la place de l'utilisateur finalement dans le service. Alors je sais pas, peut-être sur l'entrée des services, vraiment des services et de la façon dont les utilisateurs peuvent être associés aussi à la conception de ces nouveaux outils. Alors je sais, j'ai pas mes notes avec moi, mais hier je crois que attendez, il faut que je retrouve les noms parce que je suis pas très bon, mais il me semble que c'est Jacques-François Marchandise qui évoquait de dire faire de la médiation numérique sur des outils mal conçus, ça sert à rien. Enfin, en tous les cas, c'est de la perte de temps et c'est de l'inefficacité. Comment on fait pour régler cette question ? Alors je rejoins tout à fait ce qu'ont dit les collègues de la Nièvre et notamment on est aussi engagé de notre côté dans un projet européen Espace Alpin qui vise à modéliser des approches territoriales des services à la population et qu'on dit approche intégrée, c'est-à-dire comment finalement, et ça fait le lien avec les schémas départementaux dont on a parlé, mais aussi avec d'autres types de démarches, les conseils départementaux font un certain nombre de schémas médico-sociaux aussi, comment est-ce qu'on inclut à la fois la diversité des acteurs, donc des différents niveaux administratifs de la commune, même si c'est plutôt le niveau intercommunal, jusqu'aux acteurs supra, les régions, les nouvelles régions et l'État, et aussi la diversité des acteurs de type socio-professionnel, acteurs économiques et citoyens, pour essayer de penser finalement les services dans la diversité des usages et dans la diversité des gens qui peuvent être amenés à les utiliser. Et la médiation numérique là-dedans, elle joue un rôle à deux titres, de par les méthodes qu'on peut utiliser pour concevoir ces services. Et on est en train de mener des expérimentations plutôt sous l'angle des données, où vous n'êtes pas sans ignorer que la question des data, smart data, big data, tout ce qu'on veut de data est en train de prendre de l'importance, et je pense que c'est des questions qui se posent aussi pour les collectivités départementales et régionales. Mais comment est-ce que ces acteurs, je pense aux centres sociaux, culturels par exemple, vous en avez un certain nombre dans la Nièvre, mais aux maisons de services au public, au CCAS, aux centres communaux d'action sociale, comment ces acteurs finalement, eux, se posent la question, que ce soit dans l'élaboration de nouveaux services, que ce soit dans la fréquentation et le suivi de leur activité qu'on leur demande de plus en plus. On a parlé d'évaluation sur finalement ces services, comment on les évalue. Aujourd'hui, la question de la data, est-ce que finalement c'est que les gens qui contrôlent les tuyaux qui sont capables a posteriori d'avoir une analyse de ces données, ou est-ce qu'on se dit que les acteurs de la médiation numérique et les acteurs qui accompagnent les usagers doivent être
aussi un minimum compétent sur ces questions-là pour amener de l'expertise citoyenne et être capable de dire voilà, j'ai fait une data vis, comme on appelle, qui est finalement le nouveau nom des graphiques ou des visualisations avant, sur la fréquentation, vous voyez d'où les gens viennent, voilà comment les gens vivent sur mon territoire, et que finalement ce ne soit pas que les grands acteurs du numérique qui soient capables de se saisir de la question de ces données. Donc ça, c'est le premier rôle de la médiation numérique. Et le deuxième rôle, il est à mon avis sur la question de la conception des outils et du numérique en tant que tel, là. C'est-à-dire comment est-ce que on profite de cette compétence usagée, comme le disait Jacques-François hier, les médiateurs numériques passent leur temps à accompagner des gens sur des outils qui, soyons clairs, sont plutôt mal fichus. Donc finalement, comment est-ce que on embraye et on arrive à capitaliser ces retours d'expérience et que demain on associe, pourquoi pas, les médiateurs numériques directement selon l'échelle territoriale, ou en tout cas des acteurs représentatifs comme ici autour de la table, dans la conception de ces services-là, en se disant il faut qu'on soit capable d'avoir une vision un peu agrégée des difficultés, des besoins. Je fais l'écho du parcours 1 ce matin sur l'accès aux services. On a parlé par exemple de la question de l'illettrisme ou des primo-arrivants. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas imaginer des systèmes de services avec des pictogrammes qui finalement, même s'ils ne règlent pas la question de l'illettrisme, permettent en tout cas de régler en partie la question de l'accès aux droits, et on sait que c'est quand même un des potentiels du numérique. Très bien, mais je crois que effectivement on a eu au travers un peu de vos expériences, de vos réseaux, etc. C'est forcément un peu court et voilà, on n'a pas pu peut-être rentrer dans tout le détail de chacun, mais en tous les cas merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Alors je crois qu'il y a une présentation en plus sur la Nièvre où on pourra en découvrir un petit peu plus demain matin. C'est un espace masterclass donc à 9h qui aura lieu ici au premier étage. Ils n'avaient pas l'air d'être totalement sûrs, mais si, ils sont là. Donc voilà, demain à 9h. On vous rappelle donc demain c'est une journée complètement ouverte ici sur l'espace Georges Frêche, avec un certain nombre de choses, des choses dont on peut profiter en venant découvrir l'espace du rez-de-chaussée, et puis donc des ateliers, des pitchs, des masterclass, une conférence l'après-midi sur les métiers du numérique. Donc voilà, n'hésitez pas, des ateliers de web radio, des ateliers avec des briques de Lego, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer demain. N'hésitez pas à venir, à passer un petit moment voilà, avant d'aller bosser, en rentrant du temps de midi, enfin voilà, n'hésitez pas à passer par cette prairie des innovations dans le cadre des Assises nationales de la médiation numérique. Voilà, pour 48 FM, c'était la dernière émission. Vous retrouverez très certainement les déclarations, notamment d'Axel Lemaire, dans les informations de lundi matin de Ludovic. Voilà, merci en tous les cas de nous avoir écoutés, d'avoir suivi ces émissions dans le cadre de ces 4e Assises nationales de la médiation numérique. 48 FM, la radio pop rock de la Lozère. La radio pop rock de la Lozère.